propose une vidéo pour vous présenter un sujet qui revient régulièrement en droit de la construction et qui est particulièrement d'actualité après un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020. L'amiante dans un bien immobilier. Alors, l'hypothèse la plus fréquente, vous venez d'acquérir un bien et vous découvrez de l'amiante, soit dans la toiture, soit dans les murs. Comment cette découverte survient ? Principalement, soit vous faites des travaux vous-même et vous découvrez le matériau concerné, soit vous faites appel à un diagnostiqueur pour un diagnostic avant travaux en vue de faire appel à un professionnel pour vous réaliser l'aménagement de votre bien. Donc une fois que vous avez eu cette découverte, votre premier réflexe, le plus souvent, va être d'aller chercher votre acte de vente, de vérifier les articles et les annexes, et là, vous ne découvrez aucune mention relative à l'amiante. Que devez-vous faire ? Alors, le premier réflexe que je vous conseille, c'est vraiment de faire appel à un diagnostiqueur tiers. Ne prenez pas le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic au moment de la vente, mais faites bien appel à un diagnostiqueur tiers, professionnel, pour qu'il réalise de nouveau un diagnostic avant travaux cette fois-ci, avec des prélèvements qu'il enverra à un laboratoire agréé. Une fois que vous aurez récupéré le rapport du laboratoire et le rapport du diagnostiqueur, vous aurez votre confirmation ou votre infirmation de la présence d'amiante. C'est un préalable vraiment important et nécessaire avant toute autre action. Ensuite, je vous conseille bien évidemment d'aller voir un avocat. Et un avocat qui intervient en domaine du droit de la construction, puisque c'est un domaine très particulier. Pourquoi faire cette démarche rapidement ? Parce que certaines procédures sont enfermées dans un délai d'action qui est court. Donc il est important que l'avocat puisse vous interrompre ce délai et ainsi préserver tous vos droits pour que vous ayez l'opportunité de choisir la procédure qui sera la mieux adaptée à votre situation et optimiser les chances de succès. Si vous allez voir un avocat, quelle sera probablement, c'est les premières questions qu'il vous posera. En premier, quelle incidence a eu cette découverte sur votre acquisition ? C'est-à-dire, est-ce que votre bien aujourd'hui, si c'est une maison par exemple, est-ce que vous pouvez toujours y habiter ou est-ce qu'elle est trop contaminée pour la rendre habitable ? Donc est-ce que le bien est toujours propre à sa destination ou est-ce qu'il est devenu impropre ? Est-ce que si vous aviez eu cette information, vous n'auriez pas acquis le bien ? Ou est-ce que vous auriez négocié plus ou moins de façon importante le prix d'acquisition ? Et enfin, est-ce que vous avez fait part au vendeur, à l'agent immobilier, de l'importance que revêtait pour vous d'acquérir un bien dépourvu d'amiante ? Les réponses à ces questions permettront de dégager les fondements des différentes procédures qui existent dans l'arsenal juridique français. Alors, maintenant, contre qui agir ? Vous avez plusieurs options. Soit contre les vendeurs, soit contre le diagnostiqueur, soit contre les vendeurs et le diagnostiqueur. Et comment on choisit contre qui on agit ? Tout dépend au final de ce que vous pouvez reprocher. Concernant les vendeurs, alors, si on évoque tout de suite la question de l'amiante et de la découverte, la première réponse qui va venir, ça va être les vices cachés. Donc on va se référer déjà à la définition légale. Au terme de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à son usage ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Donc on a une réunion de plusieurs critères pour pouvoir agir sur le fondement des vices cachés. On a un bien qui est impropre à l'usage auquel on le destine, ou on a un usage diminué. La connaissance de ce vice aurait eu un impact sur votre acquisition. Vous auriez négocié le prix, voire vous auriez refusé l'achat. Et la troisième chose, bien évidemment, puisque c'est un vice caché, vous n'aviez pas connaissance de ce vice lors de l'acquisition. Attention, lorsque les vendeurs ne sont pas des professionnels, la quasi-totalité des actes de vente comprend une clause d'exclusion de garantie des vices cachés. Cela signifie que vous devrez, en plus de tous ces critères, démontrer que les vendeurs avaient connaissance de ce vice
et qui l'ont délibérément caché. Qu'est-ce qu'on demande dans cette procédure de vice caché? On demande soit la résolution de la vente, si le vice est vraiment trop important pour vous, soit une réduction du prix. Ça, c'est une première procédure. La seconde procédure, c'est une procédure sur le vice du consentement, sur le dol. Donc, on estime que les vendeurs ont usé de manœuvres dolosives pour dissimuler un fait, un élément, une information qui aurait permis de vous faire découvrir que le bien était amianté. Qu'est-ce qui différencie les deux procédures? La procédure théorie des vices cachés, on a un délai d'action qui est de 2 ans, alors que la procédure de vice du consentement, le délai d'action est de 5 ans. Les vices cachés, c'est un état de fait, vous n'aviez pas connaissance de cet amiante, de ce produit amianté, alors que le vice du consentement, on exige la démonstration d'un acte positif, d'une dissimulation, d'une manœuvre des vendeurs. Donc là, on a un élément supplémentaire. Enfin, on a une troisième voie, qui est la voie de droit commun, de l'exécution de bonne foi. Donc là, c'est le principe du Code civil, les contrats doivent être négociés, conclus, exécutés de bonne foi. Donc dans ce contexte, on doit délivrer toutes les informations dont on dispose pour permettre la bonne information de notre concontractant. À défaut, on peut demander cette fois-ci non pas la résolution de la vente ou la réduction du prix de vente, mais l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice. Donc là, on a vu les 3 actions contre les vendeurs, vice caché, vice du consentement, droit commun de la bonne foi, et maintenant concernant un diagnostic. Alors, ce n'est pas parce que le produit amianté n'a pas été mentionné dans le diagnostic avant-vente que le diagnostiqueur a nécessairement commis une faute dans l'exécution de sa mission. En effet, il existe 2 types principaux de diagnostic, le diagnostic avant-vente et le diagnostic avant-travaux. La réglementation française des produits amiantés les classe en 3 catégories, A, B et C. Donc les produits composant un bien, on entend la toiture, le crépi, le revêtement du sol, voilà. Ces éléments-là, ils sont classés en 3 catégories, A, B et C. Le diagnostic avant-vente, donc celui qui vous est communiqué lorsque vous achetez un bien, ne porte que sur les éléments listés dans les catégories A et B, et à condition qu'ils soient accessibles. Donc on a une réunion de plusieurs éléments. Alors que lorsque vous demandez un diagnostic avant travaux, le diagnostiqueur, là, il a l'obligation de repérer tous les éléments amiantés, compris dans les listes A, B et C, et même s'il doit procéder à une petite destruction, par exemple pour repérer la colle dans un carrelage. Donc le diagnostiqueur peut très bien avoir rempli sa mission avec tout son professionnalisme et sa diligence et ne pas avoir commis de faute en ne détectant pas un produit amianté. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au diagnostiqueur? Alors on peut lui reprocher d'une part de ne pas avoir détecté un matériau compris dans la liste A et B, de ne pas avoir fait état d'une difficulté d'accès. Par exemple, une haie ou des arbres très importants qui auraient bloqué l'accès à une façade pour faire un prélèvement par exemple de la façade, de ne pas avoir ouvert des trappes de visite, d'avoir accédé à des combles, c'est-à-dire de s'être contenté d'un examen visuel trop sommaire. La jurisprudence, par application des textes du Code de la santé, est particulièrement sévère à l'égard des diagnostiqueurs. Donc vous devrez démontrer une faute contractuelle du diagnostiqueur dans l'exécution de sa mission, vous devrez démontrer votre préjudice et le lien de causalité entre les deux. Alors maintenant, pourquoi agir contre le diagnostiqueur? Principalement pour une question de solvabilité. Un diagnostiqueur a l'obligation d'être assuré. Donc, lorsque vous agirez contre le diagnostiqueur, vous agirez contre son assurance en responsabilité civile professionnelle également. Vous aurez donc un interlocuteur solvable pour vous retourner et obtenir la réparation de votre préjudice. Dans tous les cas, que ce soit contre le diagnostiqueur ou contre vos vendeurs, devant quel tribunal agir? C'est toujours le tribunal judiciaire
du lieu de situation de votre immeuble litigieux. Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'exception. Parfois, on peut avoir recours aussi à une expertise judiciaire. Alors, quand faire appel à cette expertise? On va dire principalement dans 3 hypothèses. Soit la partie adverse conteste la présence d'amiante, conteste les résultats du laboratoire que vous avez fournis. S'il y a un doute sur l'ampleur de la contamination. Par exemple, l'amiante, on sait quand elle est en contact avec le bois, ce matériau est considéré comme contaminé. Donc cela peut être très important si le bien a une structure en bois. Si vous avez une maison d'habitation avec une structure, si les plaques amiantées touchent toute cette structure, se pose alors la question de l'ampleur de la contamination. Et enfin, le 3e point, c'est lorsqu'il y a une difficulté technique sur la solution à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut désamianter le bien? Si oui, comment? L'expert n'est pas là pour pallier les parties, pallier à la défaillance des parties. Mais s'il y a des contestations, par exemple on peut avoir plusieurs solutions techniques différentes à des coûts divers, l'expert peut lui se prononcer sur la faisabilité et l'intérêt d'une ou l'autre des techniques de résolution du litige. Attention, la désignation d'un expert entraîne des frais. Les honoraires de cet expert judiciaire sont à la charge de celui qui fait la demande de l'expertise. Donc, ça peut avoir un coût important pour la partie, mais il faut savoir que ces frais pourront par la suite être mis à la charge de la personne responsable des désordres, le vendeur, le diagnostiqueur. Et surtout, votre protection juridique peut couvrir ces frais, en tout ou partie. Donc je vous invite vraiment à relire vos contrats de protection juridique, le cas échéant, pour voir si vous êtes couvert sur ce point. Donc la désignation de l'expert judiciaire, elle intervient devant le juge des référés, près le tribunal judiciaire aussi, du lieu de situation de l'immeuble. Voilà, j'espère avoir répondu aux principales interrogations juridiques et aux principales mesures à mettre en œuvre dès que vous avez une découverte de ce type dans votre bien. Et pour le reste, je vous invite à faire appel à mon cabinet si vous souhaitez plus amples informations. Bonne journée!